Bonjour à tous, édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Dans quelques minutes, Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem vont dévoiler les mesures sur l'éducation. Conférence de presse à Matignon à la suite du Conseil des ministres bis. 2 semaines après les attentats et les incidents dans certaines écoles, le gouvernement lance aujourd'hui un nouveau plan sur ce plateau. Pour en parler, Denis Jeanbart, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes consultant pour LCP, vous allez vivre et suivre avec nous cette conférence de presse. Avant de vous donner la parole, on va écouter des professeurs et des parents d'élèves depuis les attentats. Le ministère de l'Éducation a relevé 200 incidents dans les écoles, pour la plupart des minutes de silence non respectées par les élèves. Comment réagissent-ils et quelles sont leurs propositions concrètes? Reportage signé Charles Villanov. Levez-vous s'il vous plaît. Jeudi 8 janvier, dans ce lycée bordelais, les élèves se lèvent pour faire la minute de silence à midi pile. Un hommage national qui n'a pas été respecté dans toute la France. Plus de 200 incidents ont été recensés par le ministère de l'Éducation nationale, dont 40 qui ont été signalés à la police. Albert est responsable d'un syndicat de professeurs. Ce jour-là, il reçoit une vingtaine de mails. Des messages d'enseignants désemparés. Certains de leurs élèves n'ont pas voulu faire la minute de silence. On a reçu un certain nombre de courriels d'établissements de France. Aujourd'hui, dans mon établissement, un nombre important d'élèves ont refusé d'observer la minute de silence en hommage aux victimes. Ceci est d'autant plus choquant car cette attitude s'est accompagnée pour certains d'un discours anti-républicain qui semblait très rodé. Pourtant, cela fait déjà plusieurs années que ce syndicat tire la sonnette d'alarme. Très souvent, une culture interne de l'administration vient à tout faire pour qu'il n'y ait pas d'apparence de problème. On a perdu 10 ans, mais peut-être 20, mais peut-être 30, parce que tout ça se souche sur une culture de l'école qui ne voulait pas reconnaître les problèmes parce que l'école, peut-être chez certains, avait une difficulté avec cette notion même d'assumer une cohésion nationale. Et ces incidents ont été constatés bien au-delà des quartiers sensibles. Selon le principal syndicat de professeurs, la majorité des lycées professionnels du pays ont eu des problèmes pendant et après la minute de silence. De leur côté, les parents d'élèves ne cachent pas non plus leurs inquiétudes. Depuis les attentats, ils ont rencontré à plusieurs reprises la ministre de l'Éducation nationale. Ils demandent la mise en place de mesures d'urgence. Ce qui est important, c'est que la réponse qui doit être donnée à ces élèves soit une réponse éducative, mais surtout pas répressive. Un numéro vert va permettre à des personnes qui se sentent isolées de trouver déjà une écoute et puis un relais pour leur donner les adresses d'associations ou autres qui peuvent les aider sur le terrain et puis éventuellement d'alerter l'Éducation nationale lorsque cela va trop loin. En attendant, Najat Vallaud-Belkacem a d'ores et déjà annoncé que des livrets de prévention de la radicalisation seront aussi distribués prochainement aux personnels enseignants. Et direction tout de suite Matignon pour ces mesures dévoilées par Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem. C'est en direct sur LCP. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, hier, sous l'autorité du Président de la République, le Conseil des ministres a adopté un ensemble de mesures exceptionnelles pour assurer mieux encore la protection de nos concitoyens face à la menace particulièrement élevée, face à la menace terroriste, face au djihadisme, face à l'islamisme radical, terrorisme qui est une des expressions les plus violentes dirigées contre la France et contre nos valeurs. Cette première réponse était nécessaire. J'en ai présenté devant vous les grands axes. Elle ne peut être cependant suffisante. Promouvoir nos valeurs, faire vivre la République partout, mais aussi lutter contre la radicalisation, l'embrigadement, contre tous les schémas de rupture avec notre société, tout cela réclame des réponses plus globales, mais aussi plus concrètes, et la mobilisation la plus large possible de l'État d'abord, des collectivités territoriales ensuite,
et de toute la société. Avec le président de la République, avec l'ensemble du gouvernement, nous étions réunis. Avec les ministres qui m'entourent, nous appelons à une mobilisation générale. Il faut agir. Et nous savons que depuis le 11 janvier, beaucoup de nos concitoyens veulent s'impliquer, redonner tout son sens à la politique, c'est-à-dire à la vie de la cité. C'est aussi d'ailleurs le sens de la mission qui a été confiée par le président de la République au président des deux assemblées, Claude Barthelone et Gérard Larcher, sur de nouvelles formes d'engagement. Mais agir, c'est avant tout regarder la réalité en face. Agir, c'est savoir nommer les choses avec la plus grande lucidité. Et n'ayons pas peur des mots. Et ne perdons pas de temps en faux débats. C'est le réel qu'il nous faut changer. Notre société est fracturée, divisée, séparée de multiples manières et en de multiples endroits. Pas depuis 10 jours, pas depuis 2 ans, non, depuis plusieurs années. Ces fractures sont géographiques, sociales ou culturelles. Elles concernent tous nos territoires. Il n'y a pas d'un côté tous les quartiers qui concentreraient tous les problèmes, crispation identitaire, racisme, antisémitisme, discrimination, sexisme, repli communautaire, loi des trafics, chômage, inégalité d'accès à la culture, au savoir, désespoir d'une partie de la jeunesse. Non, les fractures qui traversent notre société s'étendent de manière plus ou moins prononcée. Il y a des territoires, ils sont nombreux dans notre pays, qui vivent bien, qui vont de l'avant. Mais ces problèmes-là s'étendent sur l'ensemble du territoire. Dans le périurbain, dans le rural, dans les villes moyennes, toutes les études, vous les connaissez, sur ces fractures ou sur les territoires perdus de la République, depuis des années, le démontrent, le prouvent. Toutes ces fractures mettent en péril notre unité et notre cohésion nationale. Je l'ai dit, je le redis, nous devons donc avancer, inventer, et c'est notre responsabilité, c'est celle du gouvernement, c'est la mission que nous a confiée le chef de l'État. Les Français savent l'urgence pour maintenir l'ordre républicain. Les Français ont dit aussi, le 11 janvier, que les valeurs de liberté, d'égalité, de laïcité, de citoyenneté devaient retrouver toute leur force, toute leur place. Il y a eu au fond une forme d'éveil des consciences, comme si on se rendait compte que la République, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de la presse était pas aussi simple que cela à préserver. Agir, ce n'est pas tirer un trait sur tout ce qui a été fait. C'est un réflexe trop facile. Mais c'est tirer les leçons de ce qui ne marche plus, de ce qui ne marche pas. Il faut, au fond, repenser une grande partie des questions qui se posent depuis des années à la société française. Et il faut agir, et vite. Car ce n'est pas la première fois que ces questions sont posées, ou que la chape se soulève. 2002, 2005. Mais il faut en même temps agir sans frénésie, sans précipitation, sans inventer je ne sais quelle proposition qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'il faut pour le pays et de ce qui est attendu par les Français. Il faut agir avec méthode, car il y a aussi le temps long. Reconstruire le lien à la République, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est avoir deux exigences. D'abord sur les valeurs, laïcité, solidarité, tolérance, sur leur transmission, leur inscription aussi dans la vie réelle, dans la vie quotidienne. Et l'école républicaine, gratuite et laïque, est en première ligne. C'est à elle que la nation a confié la mission d'instruire, d'éduquer, d'éveiller les consciences, en un mot, d'émanciper. Or, au fil des années, notre école a dévié de son cap. Elle reproduit les inégalités alors qu'elle devrait les casser. Par faiblesse
ou inconséquence. On a laissé l'école, la communauté scolaire, les enseignants devenir le réceptacle de tous les maux de la société, alors qu'elle devrait s'en protéger pour protéger chaque élève, dans sa singularité comme dans sa diversité. La transmission des valeurs de laïcité, de respect de l'autorité, de tolérance y est devenue implicite, c'est-à-dire aussi souvent inexistante. Il fallait refonder l'école. Une loi a été votée pour cela, lui donner les moyens, 60 000 enseignants de plus sur l'ensemble du quinquennat, rétablir la formation des enseignants. C'est ce que nous faisons depuis 2002. Aujourd'hui, il faut amplifier cette action, il faut redonner à l'école toute son âme en nous appuyant pleinement sur les enseignants dont nous connaissons la difficulté de la tâche, mais aussi la grandeur et la beauté de la mission. Ils font dans notre société le plus beau métier, la plus belle mission qu'on puisse accomplir. L'école doit retrouver sa mission et il faut engager, comme l'a dit François Hollande, cet acte 2 de la refondation. C'est à cela qu'a travaillé la ministre de l'Éducation nationale. Elle incarne d'ailleurs pleinement et parfaitement ce que doit être cette nouvelle étape pour notre école. Et elle va vous présenter ces mesures qui concerneront l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi le processus, les assises de l'école pour les valeurs de la République. Nous réunirons avec Najat Vallaud-Belkacem, avec Bernard Cazeneuve et avec les ministres ici présents, l'ensemble des recteurs, des directeurs d'académie et des préfets le 9 février. Nous leur redirons avec force combien l'intérêt général, l'intérêt de tous les élèves de France, de leurs parents, leur commande d'agir ensemble de manière concertée et cohérente. Mais c'est l'ensemble de l'éducation nationale, la ministre y reviendra, qui va être mobilisée. Mais, et nous l'avons dit au cours de notre réunion de ministres il y a un instant, l'école ne peut pas tout. Et d'ailleurs, elle ne peut pas tout faire. D'autres acteurs jouent un rôle essentiel. Bien sûr, d'abord, la famille. Bien sûr aussi, un autre acteur, et nous y reviendrons, Internet. Mais l'école est un maillon essentiel au cœur de nos politiques publiques. Ces familles, ces politiques publiques, et c'est la deuxième exigence, doivent fabriquer de l'égalité pour tous. Et j'y insiste, de l'égalité. Depuis 30 ans, les politiques publiques de l'État, celles qui visent l'égalité homme-femme, celles de la jeunesse, de la formation, de l'emploi, de la santé, du logement, de la ville, ont produit des effets. Dans ce qu'on appelle la politique de la ville, depuis 30 ans, beaucoup a été également engagé, et avec d'ailleurs une continuité républicaine, quelles que soient les majorités. Dans les quartiers populaires, nous savons qu'il y a des talents et de la générosité. Depuis 2 ans, nous avons engagé une nouvelle géographie de la politique de la ville, qui concerne 1300 quartiers en métropole et 200 dans les Outre-mer, tenant compte ainsi des évolutions que j'évoquais il y a un instant et de ces fractures. 5 milliards pour l'Agence nationale de rénovation urbaine ont été annoncés il y a quelques semaines. Et ces 5 milliards permettront de mobiliser 20 milliards d'investissements dans les années qui viennent. Beaucoup a été fait, beaucoup a été engagé. Mais là encore, posons-nous les bonnes questions. Ont-elles permis, ces mesures, d'éviter la relégation, le regroupement ethnique, religieux? Ont-elles permis la mixité des populations? Ont-elles permis aux plus fragiles comme aux plus talentueux de sortir de leurs conditions, d'acquérir une formation, de voir leur mérite, un beau mot, leur mérite récompensé? Ont-elles permis de faire baisser le chômage, qui est à des niveaux encore plus insupportables qu'ailleurs et qui frappe notamment la jeunesse? Ont-elles permis de faire reculer les discriminations, c'est-à-dire tout simplement le racisme dont sont victimes aussi beaucoup de ces citoyens en fonction de leur origine, de leur couleur de peau ou tout simplement de l'adresse de leur ville ou de leur quartier?
ont-elles enfin remédié à cette inégalité dont on ne parle jamais et qui est pourtant déterminante, l'accès à la culture? Tant de politiques du logement, de la santé, de la jeunesse, de la ville, de l'emploi, d'accès à la langue, à la culture ont réussi, bien sûr, et pas seulement pour quelques-uns, mais ont échoué pour tant d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont cloisonnées, fonctionnent en silos, sont complexes. Et pourtant, ces mêmes politiques structurent la vie, ouvrent aux opportunités, à la curiosité, à la mobilité. Cette situation, nous en convenons tous, ne peut plus durer. Elle génère inégalité, pauvreté, mais aussi frustration, dépit, défiance devant une forme d'impuissance publique. Nous devons donc réformer en profondeur l'action publique, nos politiques publiques prioritaires, nos politiques sociales, en mobilisant la société. J'ai donc demandé à Patrick Kanner et à Myriam El Khomri, parce que leurs missions sont par essence interministérielles, de se saisir à bras-le-corps d'un chantier de mobilisation des ministères, des administrations, des élus, des associations et des populations. Oh, beaucoup a déjà été fait en termes de concertation, mais il faut poursuivre. Il faut là aussi que les bouches s'ouvrent et qu'il y ait un vrai dialogue et qu'on pose les bons diagnostics, en particulier dans les quartiers populaires. Une question doit être posée. Comment rendre nos politiques publiques plus visibles, plus concrètes, au bénéfice du plus grand nombre? Ce qui implique un dialogue franc, une parole vraie, de la part de ceux et de celles qui mettent en œuvre ces politiques comme de ceux qui doivent en bénéficier. Je réunirai à cet effet, après cette phase de débat, début mars, comité interministériel consacré à la lutte contre les inégalités, au combat pour l'égalité dans ces quartiers. Et sur la base de ces réflexions et propositions, nous prendrons les décisions qui s'imposent. C'est vrai sur le plan budgétaire, mais c'est vrai aussi, surtout, sur les grands axes. Politique du peuplement, pas seulement politique du logement et de l'habitat, politique du peuplement pour lutter contre la ghettoisation, la ségrégation. Égalité homme-femme, c'est un sujet majeur. Lutte contre la radicalisation, ce que nous faisons dans d'autres domaines, nous devons le mener avec la plus grande détermination dans ces quartiers. Emploi, bien sûr, mais aussi mobilisation des parents, des familles, là où il n'y a souvent qu'un seul parent, ce qu'on appelle les familles monoparentales. Bref, là aussi, nous devons réarmer l'État, accomplir une mobilisation sans précédent, sortir des habitudes, aller plus loin, agir vite, car il y a des urgences, et en même temps avoir le courage devant nos compatriotes de leur dire que pour ce qui concerne l'école ou les quartiers, parfois dans un certain nombre de domaines, ça sera l'affaire d'une génération. Mais la grandeur de gouverner, c'est aussi de prévoir l'avenir et de ne jamais agir dans la précipitation, même s'il faut toujours répondre à l'urgence et à une situation exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, face à l'ampleur de la tâche qui est devant nous, je compte sur tous les ministres du gouvernement, leur administration, les élus de la République, les parlementaires et les élus locaux. Et j'en appelle aux forces vives, aux citoyens qui doivent s'emparer de ces questions. Ce sont leurs questions. Le président de la République, comme le gouvernement, nous connaissons les attentes des Français, l'exigence qu'ils viennent d'exprimer à nouveau, comme s'il y avait encore une confiance qui s'exprimait à l'égard de ceux qui ont en charge le destin du pays. Le 11 janvier, les Français ont manifesté leur attachement à leur modèle républicain, un attachement à deux piliers fondamentaux que nous ne devrons plus jamais oublier, l'ordre républicain, mais aussi à nos valeurs. L'égalité, elle est au cœur de la République, et la laïcité qui doit s'imposer partout, parce qu'elle permet la fraternité et elle permet à chacun de vivre ensemble. Oui, une République ferme et généreuse, construite sur des droits et des devoirs qui doivent s'apprendre partout, d'abord à l'école, et être diffusés partout et promus dans la société. La République, c'est toujours un combat, et ce combat, nous le prenons et nous le reprenons de nouveau. Cet esprit, qui est celui du 11 janvier, doit donc nous accompagner, et c'est bien un sursaut que je vous invite. Et ce premier sursaut, cette première priorité, c'est à l'école
il faut la porter. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs. Face à l'horreur des attentats subis par la France il y a 10 jours, je pense que chacun, y compris dans cette pièce, a cherché les mots pour répondre aux questions des enfants et des jeunes qui l'entourent. C'est une mission très difficile, de grande humanité, qu'ont dû conduire les enseignants. Tous les enseignants de France qui, dès le lendemain de la tuerie chez Charlie Hebdo, ont rassemblé les enfants pour se recueillir et, à ma demande, libérer la parole dans les classes. Ils ont dû déployer des trésors de pédagogie, d'écoute, d'argumentation, qui sont le cœur même de leur mission éducative. Ils ont, pour ce faire, pu compter certains sur leur expérience, d'autres sur leur cœur, d'autres sur des ressources que nous avions mises à leur disposition. Je veux rendre d'abord hommage à cette mobilisation exceptionnelle de la communauté éducative dans les jours qui ont suivi. Les innombrables témoignages qui nous arrivent disent à quel point elle a été au rendez-vous, à quel point les enseignants ont fait face à l'obscurantisme et délivré ce que l'école peut offrir de mieux dans ces cas-là, du dialogue, des repères moraux appuyés sur de la connaissance. Là où les équipes éducatives étaient en difficulté, c'est arrivé. Elles ont été appuyées dès la semaine dernière, comme je m'y étais engagée, par les cadres de l'éducation nationale que j'ai mobilisés pour cela. Bien sûr, il y a eu des difficultés dans tout type d'établissement, dans tout type de territoire, tant il est vrai que l'école n'est pas étanche aux difficultés et aux dérives de la société. Parfois, les enseignants ont eu le sentiment d'être livrés à eux-mêmes, insuffisamment formés ou outillés pour répondre à l'ampleur des questionnements. Des incidents, parfois graves, se sont déroulés. L'école, à chaque fois, a réagi avec fermeté et immédiatement. Je le redis ici avec gravité, l'école assume pleinement son rôle éducatif et ne tolère aucune remise en cause des valeurs de la République. Mais l'école doit aussi réfléchir à ce que ces incidents ont révélé, au-delà des questions ingénues ou des affirmations gratuites de jeunes en construction. Derrière les « oui, je suis Charlie », mais derrière les 2 poids 2 mesures, il y a des phénomènes auxquels nous devons nous attaquer. La mésinformation des jeunes, pour partie alimentée quasi exclusivement par les réseaux sociaux. La théorie du complot, qui pénètre de plus en plus, y compris nos établissements scolaires. La suspicion généralisée, le repli identitaire, la défiance à l'égard des institutions et des médias traditionnels. Ce qui est insupportable, au fond, ça n'est pas le fait que des enfants s'interrogent. Ce qui est insupportable, c'est de constater combien l'école est aujourd'hui confrontée aux dérives du relativisme généralisé, à la perte de repères qui traverse notre société tout entière. De ce point de vue, l'école n'est que le révélateur de ce qui se passe dans la société. La meilleure des réactions qu'on pouvait avoir, après la sidération, après l'émotion, c'était de se poser tous ensemble, toute la communauté éducative réunie pour partager un diagnostic. Loin des débats déformés qui auraient affaibli notre école. Si nous voulons un sursaut, il faut que chacun s'y mette. Et c'est pour cela que j'ai reçu tour à tour depuis 10 jours les organisations représentatives des enseignants, les parents, les lycéens, les étudiants, les collectivités locales, les associations d'éducation populaire, les acteurs de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Ces 10 jours ont été d'une intensité, d'une authenticité rare. Si j'ai pris ce temps, c'est parce que je crois qu'être à la hauteur de l'enjeu qui est fixé à l'école, créer le sursaut collectif auquel le Premier ministre nous a appelés, ça ne peut pas passer par l'annonce précipitée de mesures urgentes. Le temps de l'éducation n'est pas celui de l'immédiat, vous le savez bien, et l'urgence, c'est d'abord de réfléchir collectivement. C'est pourquoi cette mobilisation que j'ai commencée il y a 10 jours ne va pas s'arrêter avec cette conférence de presse. Elle a vocation à perdurer. Dans chaque établissement, dans chaque quartier, dans chaque ville, des réunions vont se tenir, des débats qui permettront à chacun de partager ce qu'il a vécu des derniers événements, mais aussi de se demander comment améliorer sa pratique quotidienne et comment décliner de façon opérationnelle les mesures que je vais vous présenter. Permettre à chacun de se demander ce qu'il peut faire de mieux, ce qu'il peut faire de mieux pour améliorer la transmission des connaissances, qui est la meilleure façon de lutter contre l'obscurantisme, ce qu'il peut faire de mieux pour transmettre les valeurs de la République, ce qu'il peut faire de mieux aussi en faveur de ceux qui subissent les inégalités de notre société,
pour lutter contre ce ressentiment, ce sentiment d'exclusion de la communauté républicaine qui est ressenti par trop de nos concitoyens. Le sursaut ne doit pas venir que d'en haut. L'impulsion viendra aussi des réalités du terrain, pour une raison simple, c'est que sur le terrain aussi, il ne faut pas de déconnexion entre les leçons de morale ou de tenue que pourrait porter l'école d'une part et la réalité vécue par les enfants ou par les jeunes au travail, en famille, dans la vie sociale, dans les médias, sur Internet. Et c'est pourquoi tous les partenaires de l'école que je viens d'évoquer seront sollicités pour participer à ces assises de l'école pour les valeurs de la République. Le sursaut sera ainsi collectif et pérenne, et c'est en cela que nous parlons d'un acte 2 de la refondation. Il devra nous permettre d'apporter des réponses aux questions suivantes. Comment rétablir de la mixité sociale dans nos territoires et nos établissements scolaires? Comment ouvrir véritablement des perspectives de réussite scolaire et professionnelle à chacun de nos jeunes? Comment contrer à l'intérieur et à l'extérieur de l'école les discours de haine et de repli sur soi? Sans plus attendre, évidemment, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'agir et d'apporter de premières réponses. D'abord parce que les incidents que j'évoquais tout à l'heure ont révélé la vulnérabilité de l'institution scolaire, la vulnérabilité des enseignants face à des défis qu'ils ne sont pas suffisamment formés et accompagnés pour affronter. Nous devons donner aux enseignants les moyens de mener à bien leur mission. Et cela passe par de la formation. Nous avons rétabli la formation initiale. Elle doit être encore améliorée. En son sein, dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le tronc commun, nous ferons une place prioritaire à ces besoins qui se sont fait jour, des apprentissages sur la laïcité, l'animation des débats, les usages des médias, de l'Internet, et nous veillerons à l'homogénéité de cette formation initiale sur tout le territoire, dans toutes les SP pour les nouveaux enseignants. La capacité d'ailleurs des candidats à expliquer et à faire partager les valeurs de la République, des candidats à l'enseignement, sera désormais évaluée systématiquement dans les concours de recrutement. Mais au-delà de la formation initiale, il nous faut de la formation continue. Elle est en déshérence depuis trop longtemps maintenant. Or, les besoins en la matière sont immenses. Bien sûr sur les sujets que je viens d'évoquer, mais aussi sur la gestion de groupe, l'animation des débats, l'enseignement des questions dites sensibles comme l'enseignement laïque des faits religieux, la manière de faire vivre la citoyenneté. Un plan de formation continue exceptionnel va être déployé dans les tout prochains mois pour commencer à y répondre. Ce sont 1000 formateurs aguerris qui seront formés sur la laïcité et l'enseignement moral et civique avant la prochaine rentrée scolaire et déployés sur l'ensemble du territoire pour former à leur tour et ainsi alimenter l'ensemble de la chaîne éducative. Au-delà des sujets que j'ai identifiés et que je viens d'évoquer, il sera demandé à chaque école, à chaque établissement de faire remonter ses besoins en formation pour construire, voilà la nouveauté, un plan de formation adapté aux réalités vécues dans chaque territoire. Le sursaut auquel nous invite ces derniers jours se trouve, je crois, pour l'institution Éducation nationale, d'abord là, dans notre capacité à n'être pas que dans le descendant, à faire confiance à ce million de personnels qui, au fond, mieux que quiconque, savent le mieux comment être aidés. Mieux accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne, c'est aussi leur fournir des ressources pédagogiques, des outils efficaces, adaptés, percutants pour les élèves. Et c'est pour cela que nous développons une série de films sur les combats historiques pour les valeurs de la République. C'est aussi comme ça que les élèves apprendront à adhérer à ces combats et à ces valeurs. C'est pour cela que nous développerons un portail de ressources dédié à lutter contre l'antisémitisme et contre le racisme, mettant fin à un certain nombre de préjugés trop prégnants dans nos établissements scolaires, encore chez les élèves. Des ressources qui soient utiles pour les enseignants eux-mêmes, avec notamment un livret laïcité dans lequel ils trouveront les argumentaires dont ils ont besoin pour répondre aux théories diverses et variées, voire farfelues, qui courent leurs établissements. Des outils utiles enfin pour l'ensemble de la société, comme les outils de prévention de la radicalisation, que nous transmettrons dans les tout prochains jours aux chefs d'établissement. La formation et l'accompagnement des enseignants, donc, mais ça ne sera rien si ces derniers continuent à être trop souvent contestés dans leur enseignement, contestés dans leur autorité, perturbés par des incivilités dans leur classe. Oui,
l'école a une fonction morale. Et oui, indéniablement, la question de l'autorité à l'école se pose. Celle du respect du maître et du respect entre élèves, bien sûr. Ça s'appelle les règles de civilité et de politesse. Et dans l'intérêt même des élèves, on ne doit avoir aucune faiblesse envers les comportements qui y portent atteinte. Oui, ces règles doivent être précisées, elles le seront, dans le règlement intérieur, qui sera désormais, à chaque rentrée scolaire, avec la charte de la laïcité, systématiquement présentée, expliquée et signée par les parents d'élèves et les élèves, afin qu'ils manifestent leur engagement à respecter ces documents. Tout comportement contraire à ces règles fera l'objet d'un signalement systématique de la part de l'enseignant au directeur d'école ou chef d'établissement, et ces derniers seront invités à y donner suite systématiquement par un dialogue éducatif solennel associant les parents et, le cas échéant, une sanction. Personne n'a dit que ce serait facile, mais au moins les instructions seront-elles désormais claires et sans équivoque. Au ne pas faire de vagues, trop souvent bien intentionnées, doit succéder à ne rien laisser passer, pour fixer des limites dont les futurs citoyens ont besoin pour se construire. Et dans la panoplie des sanctions et des mesures éducatives, il sera fait recours bien plus fortement qu'aujourd'hui aux mesures de réparation et de responsabilisation. Elles représentent aujourd'hui à peine 4%, les travaux d'intérêt généraux, pour utiliser un terme que tout le monde connaît, même si ça n'est pas celui qui s'applique ici, c'est la même idée. À peine 4% des sanctions prennent cette forme aujourd'hui. Je veux les voir étendues et à cet effet, les chefs d'établissement devront s'engager dans des partenariats avec des structures d'accueil de ce type de travaux de responsabilisation, notamment la Croix-Rouge, la FEV ou d'autres partenaires que nous avons déjà au niveau national et qui devront être déclinés systématiquement. Parce que je sais que ces nouvelles règles de respect de l'autorité, de la civilité, ne s'installeront pas forcément facilement, j'ai demandé à chaque recteur d'établir un schéma de mobilisation des cadres de son académie pour apporter un soutien aux équipes et aux établissements en difficulté, en prolongement de leur mobilisation actuelle. Mais au-delà de la gestion des incidents, la question de l'autorité de l'école et à l'école, c'est aussi celle du cadre collectif dans lequel les élèves évoluent. Et là aussi, oui, il y a nécessité d'améliorer le sentiment d'appartenance collective. L'école doit avoir ses rites et ses symboles. Et en premier lieu, le principe de laïcité. Le principe de laïcité qu'il faut réaffirmer comme un principe qui n'est rien d'autre au fond que celui de liberté, liberté de penser, celui d'égalité, égalité de droits et de devoirs, celui de fraternité, vivre ensemble. Le principe de laïcité, donc, doit avoir toute son importance à l'école et c'est pour cela qu'une journée de la laïcité sera désormais célébrée dans tous les établissements, chaque 9 décembre, journée anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. C'est l'occasion pour moi de redire ici clairement que la laïcité n'est pas l'instrumentalisation qui a pu en être faite par certains au service du refus d'une religion, créant une incompréhension ou une défiance chez certains de nos concitoyens. La laïcité, elle est au fondement de l'école, parce qu'elle distingue le savoir du croire. La laïcité, elle transforme l'enfant en élève. Elle permet de dépasser les spécificités individuelles, les parcours personnels, et de créer un nous, un collectif. La laïcité, elle doit être revendiquée totalement, comme une chance, comme une valeur, qui permet à l'école d'être à la fois garante de la conscience républicaine, citoyenne et collective, et en même temps de l'émancipation individuelle des élèves. Et c'est pourquoi la pédagogie de la laïcité est au cœur de notre mobilisation et sera développée dans les établissements. Au-delà, il sera demandé à ces établissements d'inscrire clairement dans leur projet d'école et d'établissement la participation active de leurs élèves aux commémorations patriotiques, ainsi qu'à 2 semaines qui me paraissent particulièrement importantes dans l'année scolaire, la semaine de l'engagement d'une part et la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme d'autre part. Chaque établissement sera ainsi amené à s'engager dans ces thèmes. Enfin, l'organisation solennisée d'un temps annuel d'échange avec l'ensemble de la communauté éducative, sous forme de cérémonies de remise de diplômes, de valorisation des réussites des élèves ou de spectacles de fin d'année, sera, là encore, systématisée. C'est tout cela qui créera ce sentiment d'appartenance commune dans les établissements. Un tel cadre, cependant, n'aurait pas de sens si on se contentait de le plaquer. Son intérêt, au-delà de garantir un
cadre propice aux apprentissages. Son intérêt, c'est évidemment de faire vivre la citoyenneté et la démocratie dans les établissements. Il n'y a pas de meilleur apprentissage de la citoyenneté pour les élèves que de la pratiquer eux-mêmes, d'en faire l'expérience. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'au-delà du nouvel enseignement moral et civique qui sera introduit dès la rentrée prochaine, c'est un véritable parcours éducatif citoyen que suivront désormais tous les élèves, de la primaire jusqu'au lycée et dans toutes les filières. Un parcours citoyen qui s'inscrira donc dans la durée, qui mobilisera le temps scolaire et le temps périscolaire. Nous y travaillerons avec les collectivités. Un parcours qui se nourrira donc du futur enseignement moral et civique, qui sera enfin sanctuarisé à tous les âges et qui représentera sur une scolarité de la primaire jusqu'au lycée 300 heures de formation pour les élèves, 300 heures qui ne doivent pas être théoriques, mais aussi permettre le débat, l'analyse, l'esprit critique. Et j'ai demandé au Conseil supérieur des programmes qu'il améliore le programme de cet enseignement moral et civique dans ce sens. Donc, un enseignement moral et civique, mais aussi, pour constituer ce parcours citoyen, une éducation aux médias et à l'information qui traversera les programmes et à laquelle seront formés les enseignants. Tant savoir décrypter une information, apprendre à se forger une opinion est devenu indispensable dans notre démocratie. Un parcours qui se matérialisera aussi par l'opportunité qui sera désormais offerte à chaque collège et lycée de disposer d'un média, blog, radio, journal, plateforme collaborative en ligne, parce que le meilleur apprentissage des enjeux, de la fiabilité et de l'interprétation des informations, c'est d'apprendre aux élèves à en produire par soi-même. Ces médias seront donc fortement soutenus. Un parcours, enfin, qui se nourrira de la participation des élèves à la vie sociale et démocratique de leur établissement. Les conseils d'enfants seront développés à l'école primaire, les conseils de la vie collégienne, les conseils de la vie lycéenne seront renforcés. Des partenariats seront recherchés avec des associations extérieures pour permettre aux élèves de développer une expérience d'engagement. Pour valoriser ce parcours et ses acquis, il sera évalué à la fin de la scolarité obligatoire selon des modalités qui veilleront à valoriser non pas les performances, mais l'engagement qu'il aura requis et que chaque élève sera amené à présenter. Mesdames et messieurs, développer la citoyenneté chez nos élèves, ça ne peut pas se faire si ça ne se fait qu'à l'école. On a besoin des partenaires de l'école. Les partenaires de l'école que sont d'abord les parents, qui sont des coéducateurs et qui, à ce titre, ont des droits et des devoirs. Et nous devons mieux les associer à la scolarité de leurs enfants. C'est pourquoi j'ai décidé la création d'un comité départemental d'éducation à la santé et la citoyenneté dans chaque département, qui sera compétent pour le premier et le second degré. Il associera l'ensemble de la communauté éducative et il permettra de nourrir des projets départementaux sur ces sujets. Des espaces parents seront développés dans chaque établissement et la généralisation de la mallette des parents qui permet d'associer ces derniers, notamment à la scolarité et à l'orientation de leurs enfants, sera accélérée partout sur le territoire. Au-delà des parents, les collectivités locales, les associations de l'éducation populaire, ce sont des acteurs majeurs de la réussite éducative. En accord avec mon collègue Patrick Caner, avec l'Association des maires de France, nous inclurons dans les projets éducatifs territoriaux qui vont être généralisés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, un volet laïcité et citoyenneté qui sera financé par un fonds d'État de 10 millions d'euros à destination des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces associations seront mobilisées sur les territoires les plus fragiles. Nous allons d'ailleurs revoir les conventions pluriannuelles d'objectifs que nous avons avec elles, les revoir de façon collective et constructive pour qu'elles répondent mieux aux enjeux actuels. Enfin, agir, avec les ce n'est pas tirer locales, un trait sur nous tout ce qui a développerons été les fait. internats de proximité. C'est un réflexe Nous trop inclurons facile. dans les contrats de ville Mais un c'est axe tirer les leçons de ce laïcité et qui ne marche citoyenneté plus. et nous De ce amplifierons qui ne les marche programmes pas. de réussite éducative Il pour faut, mieux au accompagner fond, repenser l'environnement des élèves. une grande partie des questions. Mais qui se au-delà de posent ces partenaires depuis des traditionnels, années à la société la situation française. actuelle, le sursaut qui nous est demandé, appelle une mobilisation plus large. Et c'est pourquoi j'ai voulu laisser la possibilité à l'ensemble des citoyens désireux d'apporter leur concours aux missions de l'école, qu'ils soient bénévoles associatifs, grands témoins, simples citoyens, de le faire. Ils ont été innombrables ces derniers jours à nous dire leur disponibilité à accompagner les élèves dans la construction de la citoyenneté comme dans la réussite. Eh bien, à cet effet, une réserve citoyenne d'appui aux écoles et aux établissements sera constituée dès ce printemps dans chaque académie sous l'autorité des recteurs.
permettant ainsi à un journaliste qui voudrait aider un journal lycéen de le faire, à un juriste qui voudrait venir expliquer des concepts de le faire, beaucoup plus facilement que ça n'était le cas jusqu'à présent. Il faut cependant, et ce sera ma conclusion, le rappeler, l'école ne se fera véritablement entendre des enfants et de leurs familles que si elle ne perd jamais de vue elle-même ses missions essentielles, la transmission rigoureuse des savoirs et la résorption des inégalités. Le président de la République hier l'a dit, l'élévation du niveau des connaissances, c'est un enjeu prioritaire. Et à cet égard, la maîtrise du français, c'est-à-dire de la lecture et de l'écriture, s'impose. Ce que disent les perturbations, les provocations, les impossibles débats de ces derniers jours, c'est aussi la faiblesse langagière des jeunes gens. Un chantier prioritaire pour la maîtrise du français sera lancé pour développer l'argumentation des enfants, l'aisance dans le maniement de la langue, la capacité à écouter l'autre. Tout cela s'éduque. Une évaluation du niveau des français des élèves sera mise en place en début de CE2 pour permettre aux équipes pédagogiques de détecter très tôt les difficultés et de mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant. Enfin, j'ai demandé au conseil scientifique installé auprès de la Direction générale de l'enseignement scolaire de s'organiser pour rendre accessibles aux acteurs de terrain les résultats des recherches d'expérience en France et à l'étranger sur les modes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Nous devons, dès lors que certaines expériences ont fait leurs preuves, permettre qu'elles se répliquent. Les apprentissages des élèves allophones qui ne pratiquent pas le français, qui viennent d'arriver en France, seront renforcés par la mise en place de dispositifs d'inclusion scolaire. Et les moyens du dispositif déjà existant, ouvrir l'école aux parents, seront renforcés aussi. Au-delà, élever le niveau de l'école, c'est évidemment l'objet de tout ce qui a été déjà entrepris et qui continuera à l'être dans le cadre de la loi de refondation de l'école, la révision notamment des programmes, mais aussi la lutte contre le décrochage scolaire que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter avant Noël. Nous allons poursuivre ce que nous faisons de façon plus résolue encore qu'auparavant, et notamment pour accroître les liens qui existent entre l'école et le monde professionnel, tant il est vrai qu'il nous faut donner du sens à ce que font les élèves et leur donner des perspectives d'insertion professionnelle qui sont sans doute leur préoccupation principale. À cet effet, nous avons demandé aux universités qui ont installé en leur sein des dispositifs pépites de soutien à l'entrepreneuriat étudiant de s'ouvrir à d'autres publics, des jeunes qui, sans nécessairement avoir les diplômes requis, sans nécessairement être étudiants, ont ce désir d'entreprendre qui doit être soutenu. Enfin, la dernière mission à laquelle l'école doit veiller, sans faille, c'est la résorption des inégalités. Beaucoup a été engagé déjà sur ce sujet, vous le savez, la réforme de l'éducation prioritaire en est un exemple, la réforme de l'allocation des moyens à chaque établissement en fonction de sa réalité sociale en est un autre. Il faut aller plus loin. Je vais conduire un travail avec l'ensemble des recteurs, avec l'ensemble des départements de France, sur la question de la mixité sociale dans la composition des collèges. Concrètement, dans les prochains mois, nous allons déterminer, avec les collectivités compétentes, des modalités plus équilibrées de sectorisation pour que ces collèges puissent pleinement remplir leur rôle. Il est temps de prendre nos responsabilités sur cette question du séparatisme social dans les établissements scolaires. Enfin, une dernière chose, quand on parle des inégalités, n'oublions pas, on n'y a peut-être pas suffisamment prêté attention pendant des années, la situation de grande pauvreté dans laquelle se trouvent beaucoup d'enfants. Et pour mieux les accompagner, le financement des fonds sociaux dans les collèges et lycées sera porté à 45 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à l'existant. Nous voulons enfin, avec Geneviève Fioraso, impliquer pleinement la recherche française pour éclairer la société sur l'ensemble des fractures qui la traversent, les facteurs de radicalisation aussi. Et c'est pour cela que nous demanderons à l'Agence nationale de la recherche de renforcer son soutien aux travaux relatifs aux causes de la radicalisation dans nos sociétés. Et que nous renforcerons le rôle de l'Institut universitaire de France, que nous créerons davantage de postes d'enseignants-chercheurs dans des disciplines rares comme l'islamologie qui nous manquent. L'enseignement supérieur, enfin, prendra toute sa part à l'entreprise que je viens de décrire, notamment en développant l'esprit d'engagement et de citoyenneté chez les étudiants par une meilleure prise en considération de cet engagement, y compris dans les modalités d'évaluation de leur diplôme.
Voilà, mesdames et messieurs, la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République est totale. C'est une démarche à la fois immédiate, opérationnelle et au long cours. Elle suppose des moyens dédiés et l'effort budgétaire pour l'ensemble de ces mesures est estimé sur les 3 prochaines années à plus de 250 millions d'euros que nous financerons par redéploiement de crédits gelés. Comme le Premier ministre l'a annoncé, la mobilisation se poursuit à tous les échelons, avec l'ensemble des acteurs. Un pilotage national se met donc en place qui associera tous les partenaires de l'école. Une mobilisation académique la déclinera. Et puis, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, je veux que dès les prochaines semaines, on commence à déterminer le contenu du parcours citoyen dont je vous ai parlé, avec la mise en place de l'enseignement moral et civique, mais aussi des actions qui permettent de célébrer et de valoriser la République. Mesdames et messieurs, cette grande mobilisation, c'est le commencement d'une ambition renouvelée que nous avons appelée l'acte 2 de la refondation. Merci. Je crois que vous aurez de toute façon tous un dossier de presse sur les questions propres à l'éducation nationale. Si vous avez 2-3 questions, oui. Nous sommes à votre disposition. Bonjour. C'est moi qui ai le micro. Pour la première question, Claire Chaudière du Mouve à Radio France. Il y a une demande très importante pour l'apprentissage de la langue arabe à l'école. De nombreux jeunes se tournent vers des structures pas toujours laïques pour apprendre l'arabe. Pourquoi cette offre n'est-elle pas plus développée aujourd'hui au sein de l'école? Merci. Cela fait partie en effet des sujets que nous avons décidé d'évaluer dans les prochains mois. Nous allons... C'est la question que j'évoquais en parlant des disciplines rares, y compris à l'université, parce que la question c'est aussi est-ce que nous formons suffisamment de professeurs d'arabe? Donc toute la chaîne éducative doit s'interroger sur ce sujet et nous le ferons. Oui, bonjour Agnès Coudurier de la FPTV. Concernant la formation plus spécifique aux réseaux sociaux et à Internet, aux médias, est-ce qu'il est envisagé de former des professeurs plus spécifiquement à cette matière, de créer une matière qui serait l'analyse, la compréhension de différents médias? L'idée, c'est de former tous les enseignants à cette matière. D'ailleurs, faut-il parler de matière, à cette sensibilisation, disons, parce que chaque enseignant doit être en capacité, que ce soit en cours de sciences, en cours d'histoire géo ou en cours de lettres, de mettre fin à un certain nombre d'erreurs qui sont portées par des élèves qui n'ont pour source d'information que le numérique, que les outils informatiques. Donc nous avons cette nécessité et ce sera conduit dans le plan de mobilisation exceptionnelle. Les 1000 formateurs serviront notamment à cela. Par ailleurs, à partir de 2016, comme vous le savez, un plan numérique verra le jour sur lequel nous travaillons. D'ailleurs, une grande consultation a été lancée il y a 2 jours dans tous les territoires sur cette question. Ce grand plan numérique a vocation pas simplement à déployer des équipements informatiques, mais surtout à faire entrer véritablement les élèves dans l'ère du numérique, à la fois pour leur apprendre de nouveaux métiers, mais pour leur apprendre surtout les usages d'Internet. Dans le cadre de ce plan numérique, qui sera donc dévoilé une fois que la consultation sera terminée, des nouveautés viendront agrémenter encore la scolarité au collège et au lycée sur cette question de l'apprentissage des usages de l'Internet. Sonia Bourane, France Inter. Le plan prévoit que le rétablissement de l'autorité des maîtres passe aussi par la compréhension et la célébration des rites et des symboles de la République. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut que les élèves chantent la Marseillaise en classe ? Vous savez, d'abord, il faut avoir conscience que l'apprentissage par les élèves de la Marseillaise est déjà prévu depuis de nombreuses années. Donc ça existe déjà et il faut aussi faire confiance aux enseignants qui, partout sur le territoire, ont développé ce type de moment. Apprendre les rites, ça veut dire apprendre à les respecter, ça veut dire apprendre leur signification. Donc qu'il s'agisse de l'hymne, qu'il s'agisse du drapeau, qu'il s'agisse des cérémonies patriotiques, l'important, et c'est ce qui sera demandé aux établissements d'inscrire dans leur projet d'établissement, c'est de prévoir des moments collectifs où chaque élève, en effet, est amené à respecter et à comprendre la signification de ces rites. Ces moments collectifs, nous avons estimé que les plus parlants étaient d'abord la journée de la laïcité, parce que c'est elle, au fond, qui résume ce qu'est notre République, je le disais, liberté, égalité, fraternité. Et puis les cérémonies patriotiques, parce que ça fait maintenant des années qu'on se désespère de voir de moins en moins de jeunes assister aux cérémonies patriotiques et que je pense que le sursaut actuel doit aussi
nous conduire à redonner de la vitalité à cette mémoire-là. Et dans les cérémonies patriotiques, comme vous le savez, la Marseillaise est systématiquement chantée. Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Monsieur le Premier ministre, l'utilisation du terme apartheid il y a 2 jours a suscité beaucoup de critiques, y compris à gauche. Certains parlaient de termes impropres, d'autres de fautes. Je voulais savoir si vous compreniez ces critiques, si vous alliez bientôt vous rendre dans des zones désignées de la sorte. Et Madame la Ministre, est-ce que vous approuvez ce terme et quelles sont ses traductions éventuelles dans votre secteur? Merci. Il est toujours très important de nommer la situation que nous connaissons dans notre pays. Moi, je n'ai pas besoin de me rendre dans des zones, dans les territoires, dans les quartiers. J'en suis l'élu depuis 30 ans. Et parce que je ne supporte pas, comme Français, comme républicain, de voir cette relégation, cet enfermement dans un certain nombre de nos quartiers, pas tous les quartiers. Patrick Caner, qui est un élu local, Myriam El Khomri, qui est aussi une élue locale, qui connaissent parfaitement ces situations, savent, comme nous tous, que dans ces quartiers, il y a ces pépites, ces talents, cette envie de s'en sortir, parfois plus qu'ailleurs. On croit dans l'école de la République, parce que les familles savent que c'est celle-ci qui permet l'élévation. Mais que dans les écoles, parce que c'est le cas dans les quartiers, on ne trouve que des élèves de familles pauvres, souvent monoparentales, issus uniquement de l'immigration, des mêmes cultures et de la même religion. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? L'erreur, la faute, c'est de ne pas avoir le courage de désigner cette situation, peu importe les mots. Moi, j'ai utilisé toujours les mêmes mots depuis 10 ans, parce qu'ils disent la réalité. Et je lisais encore ce matin, dans un très bon journal, Le Figaro, une excellente interview de Christophe Guilly, qui est un de ceux qui a porté pleinement l'analyse, non pas seulement sur les fractures dans nos quartiers populaires, mais celle qui s'est étendue un peu partout dans le pays. Enfin, le Premier ministre désigne une situation, mais pas pour se payer de mots, pour en appeler à la mobilisation. Moi, je ne veux pas un débat sur les mots, même s'ils ont leur importance. Les symboles, nous venons de le rappeler, sont importants. Mais pour provoquer une mobilisation, oui, sans précédent. Ça fait 30 ans qu'on évoque ces questions. Beaucoup de choses ont été faites, mais ça fait 30 ans que nous sommes face à ces défis. Et vous croyez que moi ou nous allons perdre du temps à ce type de polémique? Dans ces moments-là, tout le monde, et à commencer par les responsables politiques, et bien sûr ceux qui gouvernent, comme ceux qui, hier, ont gouverné, doivent être grands, pas petits, se hisser au niveau de l'exigence des Français, ne participer à aucune polémique qui vise non pas à discuter du fond de la politique, mais à briser l'esprit du 11 janvier, à mettre en cause l'unité nationale. L'unité nationale, elle doit permettre le débat, la confrontation, les propositions. Je n'ai pas vu, moi, par exemple, hier, de critiques particulières, significatives, par rapport aux propositions et surtout aux actions que nous avons engagées en matière d'ordre républicain pour protéger nos concitoyens. Parce qu'elles sont au bon niveau et à chaque fois qu'il faudra aller plus loin pour faire face aux évolutions du terrorisme, nous le ferons. Et je suis convaincu que sur l'idée de la République, de la laïcité, de la fraternité, de l'égalité, nous pouvons mobiliser une immense majorité de Français qui n'attendent en rien des polémiques, mais qui attendent que nous disions les choses telles qu'elles sont et que nous agissions avec force et détermination. Vous ne me trouverez sur aucune polémique, sur aucun débat inutile. Dans ce moment-là, il ne faut pas penser à soi, il ne faut pas penser à je ne sais quelle échéance, il faut penser à la France, il faut penser aux Français et à ceux qui nous demandent cette fois-ci, comme dans une sorte d'ultimatum, agissez et agissez pour le pays. Tout le monde doit être à ce niveau-là. En tout cas, le gouvernement, comme nous l'a demandé le président de la République, sera, soyez-en certains, à ce niveau-là.
Vous avez interrogé la ministre? Moi, je crois qu'il faut mettre des mots sur les réalités. Vraiment, je le disais à propos de la transmission des valeurs de la République, je disais faisons attention à ne pas parler une langue morte que nos enfants ne comprennent même pas. Ça nous fait plaisir parce que voilà, on utilise des grands mots, des mots valises, le vivre ensemble. Voilà, on a l'impression d'avoir tout dit, mais si on n'est pas entendu pendant ce temps-là, donc qu'on utilise des mots qui correspondent aux réalités sociales vécues par les habitants eux-mêmes, je crois que c'est déjà un premier pas pour résoudre les situations. Et de fait, le manque de mixité, le manque de diversité sociale dans nos territoires, qui en douterait? Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps, notamment dans le recrutement des collèges. Monsieur le Premier ministre, Hélène Hugues, France 2, que pensez-vous de la proposition de Nicolas Sarkozy de rétablir les heures supplémentaires dans la police? Je veux vraiment... D'ailleurs, je vous invite à lire l'excellente interview de Myriam El Khomri ce matin dans un autre journal. Je ne vais pas faire la publicité de tous les journaux, enfin le Parisien, parce que c'est pratiquement mon journal, celui d'un francilien. Et je ne doute pas des excellentes propositions dans La Voix du Nord de Patrick Caner. Ou dans le Dauphiné libéré de Geneviève Fioraso, mais j'arrête là. Le débat politique doit éviter précisément, pardon de vous le dire, de répondre à ce type de questions, parce que je vois très bien ce qu'il en est. Et il s'agit, moi je ne veux en rien rentrer dans des débats. L'ancien président de la République a formulé 12 propositions au ministre de l'Intérieur. Celui-ci lui a répondu, point par point. Et nous allons bien plus loin dans de nombreux aspects, dans le renforcement de nos forces de l'ordre et de nos services de renseignement. 13 500 postes ont été supprimés entre 2007 et 2012. Nous avons décidé, c'est un engagement du président de la République, de créer 2500 postes au cours de ce quinquennat. Nous avons ensuite décidé, en plus, de créer 432 postes pour la Direction générale de la sécurité intérieure. Et hier, nous avons annoncé la création de près de 2000 postes pour la police, la gendarmerie et nos services de renseignement. C'est un effort, là aussi, qui nous amène à faire face au terrorisme et à la menace. Donc, oui, ce que je constate avec, non pas plaisir, mais parce que je ne doute pas de cette unité que j'évoquais tout à l'heure dans la lutte contre le terrorisme, c'est que sur ces questions-là, il n'y a pas d'autres propositions alternatives. Qui peut penser un seul instant, enfin, je crois que beaucoup de syndicalistes de la police l'ont fait, qu'il n'y ait pas déjà des heures supplémentaires dans la police, et que les hommes et les femmes de nos services de renseignement intérieurs et extérieurs, ces derniers temps, n'aient pas fait beaucoup d'heures supplémentaires. Mais face aux 3000 individus que j'évoquais hier, il nous faut non seulement des fonctionnaires ou des militaires de très grande qualité pour suivre ces parcours, mais il nous faut aussi des linguistes, des traducteurs, des techniciens de l'Internet et des réseaux sociaux, des spécialistes. Et c'est pour ça que nous faisons ces recrutements. Et c'est ce président de la République, ce gouvernement, qui incarne, je crois, pleinement la réponse attendue par les Français et aussi par la représentation nationale. Elle l'a manifesté à la suite de mon discours il y a 8 jours. L'ordre républicain, la fermeté implacable. Aucune polémique. Il faut être constructif, il faut être au niveau des Français. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est notre dernier mot, avec ces ministres, Najat Vallaud-Belkacem, Geneviève Fioraso pour ce qui concerne l'éducation et l'enseignement supérieur. Tout le champ de la politique de la ville, avec Patrick Caner et Myriam El Khomri, mais qui vont piloter l'ensemble de l'action interministérielle. Nous appelons un changement d'échelle et au sursaut que nous venons d'évoquer. Changement d'échelle et sursaut pour l'État, qui doit se réarmer pour promouvoir nos valeurs et pour lutter contre les inégalités. Et changement d'échelle dans la mobilisation aussi de nos concitoyens. Ça commence. Quand on traite des questions de sécurité, on est en capacité d'apporter des réponses en termes de moyens et de fonctionnaires ou de militaires. Sur des matières aussi complexes que l'école, la jeunesse, la laïcité, l'égalité, nous prenons le temps, pas trop, d'où les rendez-vous que je vous ai annoncés. Mais ce printemps qui s'annonce, celui 2015, c'est le printemps du sursaut pour une République refondée sur ces bases qui sont toujours les mêmes.
et qui sont au cœur même de notre pays. Et ne doutez pas de l'engagement et de notre détermination à conduire ce chantier immense, et nous n'avons pas d'autre choix. C'est ce que les Français nous demandent. Je vous remercie et à très vite. Et voilà pour cette conférence de presse de Manuel Valls et de Najat Vallaud-Belkacem sur l'éducation. Le gouvernement qui lance ainsi l'acte 2 de la refondation de l'école après les attentats et après les incidents dans les écoles. Parmi les mesures annoncées ou confirmées, des cours de morale laïque et civique du primaire jusqu'à la terminale, un parcours éducatif citoyen pour chaque élève, l'autorité des maîtres et des professeurs renforcée, un programme de formation pour les enseignants et puis cette création d'une journée de la laïcité. Ce sera le 9 décembre et tous les 9 décembre. Denis Jeanbart, vous avez suivi de près cette conférence de presse, vous êtes consultant pour LCP. Est-ce que ces mesures, ces plans du gouvernement répondent aux attentes fortes, très fortes même à la fois des enseignants mais aussi des parents d'élèves aujourd'hui ? D'abord, c'est un cadre général. Après, il va falloir examiner les propositions plus précises. Et d'ailleurs, le Premier ministre a bien précisé qu'il s'agissait de l'ouverture d'un chantier. Donc, on n'est qu'au début de quelque chose. Plus globalement, ce qui me frappe, plus qu'un sursaut, c'est un réveil. Au fond, la gauche, depuis des années, ne plaidait pas pour cette politique-là. Elle était pas Manuel Valls. Je le mets à part. Mais vous savez, c'était le multiculturalisme, etc., le droit à la différence. Or là, on a l'impression que la gauche retrouve ses valeurs de 1905. Il y a un virage idéologique selon vous aujourd'hui ? Moi, je trouve que c'est un abandon d'une certaine manière d'un héritage de 1968. Et donc, on revient à des principes républicains, moi je m'en réjouis, je dois dire, qui étaient les principes républicains qui fondaient la gauche il y a un siècle. Alors, je dis pas que c'est un grand bond en arrière, mais c'est un réveil républicain. Il leur manque plus que le mot patrie pour définir l'intérêt général. Alors on a réflexe patriotique, j'ai entendu, mais le mot patrie devait venir compléter la panoplie du changement au fond profond de ligne. Pas de la part de Manuel Valls. Et c'est pour ça que je veux dire, il est difficile à critiquer, à mon avis, et que Nicolas Sarkozy a échoué dans sa tentative hier de le critiquer, c'est que Manuel Valls, comme il le dit d'ailleurs, il est cohérent. Valls fait du Valls aujourd'hui. Il est à l'aise parce que ce diagnostic qu'il a porté sur la société française, il l'a porté pendant des années, bien seul à l'intérieur de son parti. Il faut quand même se souvenir qu'il a fait 5% à la primaire. Et aujourd'hui, finalement, son diagnostic et ses idées triomphent dans son propre camp. Alors, parmi les mesures, il y a ces fameux cours de morale laïque et civique. Vieux serpent de mer en France, cela fait des dizaines d'années qu'on en parle. Pourquoi la France n'arrive pas à enseigner aujourd'hui de manière régulière l'éducation civique à ses élèves? Mais tout simplement parce que l'éducation était sous l'emprise d'une autre idéologie multiculturaliste, c'est-à-dire avec un droit à la différence, chacun affirmait son identité. Or, l'idée de laïcité et l'idée de civisme, eh bien, c'est se réunir autour de principes forts qui font le lien social et qui fabriquent une société et qui sont au service quand même d'un pays et, oui, d'une patrie, d'une certaine manière. Je pense qu'ils vont finir par réhabiliter ce mot patrie. C'est une mesure de fond ou c'est une mesure gadget, ces cours de morale laïque? Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est la notion de morale. Quand l'État s'empare de la morale, je veux dire, la morale, c'est une affaire individuelle. La notion de civisme, eh bien, ça renvoie à la formule républicaine, liberté, égalité, fraternité. Les principes qui fondent la République. Donc, c'est ça qu'il faut enseigner et tout ce qui permet de le mettre en œuvre. Donc, l'instruction civique doit tourner autour de ça. La morale, chacun a sa propre morale et c'est aussi une question qui se fabrique dans les familles. Alors, le Premier ministre qui agit sur 2 temps, un temps court avec ses mesures d'urgence et puis un temps plus long, une génération, dit-il. On le réécoute et on en parle juste après. Agir, ce n'est pas tirer un trait sur tout ce qui a été fait. C'est un réflexe trop facile. Mais c'est tirer les leçons de ce qui ne marche plus, de ce qui ne marche pas. Il faut, au fond, repenser une grande partie des questions qui se posent depuis des années à la société française. Voilà pour Manuel Valls, on l'a entendu durant cette conférence de presse, agir
vite, mais sans frénésie. On voit que le gouvernement a quelques difficultés à gérer le temps de la réforme aujourd'hui. Parce que c'est compliqué, l'éducation, c'est un gros dossier. Non, mais là, je pense qu'il a tout à fait raison. On ne peut pas agir dans la précipitation. Ça prendra du temps. Tout ce qui est lancé aujourd'hui prendra du temps. Et je crois que Manuel Valls a raison de le dire. Il l'avait d'ailleurs déjà dit sur l'économie. Dans une interview qu'il a donnée pendant les fêtes à El Mundo en Espagne, il a dit en matière d'économie, eh bien, il va falloir faire des efforts pendant au moins une génération. Donc il s'inscrit dans cette durée-là. Et puis, bon, quand même, petit clin d'œil à la politique politicienne. C'est aussi une manière de se différencier de Nicolas Sarkozy, dont la gauche a toujours critiqué sa manière d'agir presque exclusivement dans l'urgence. On disait une loi pour chaque fait divers à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et donc, il en a parlé, le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, sans citer son nom, mais il y a eu quelques questions de journalistes qui avaient pu le suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Il est revenu sur cette unité nationale avec une interview de Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2. Il a tapé fort, très fort même, sur le Premier ministre et sur le Président de la République. Est-ce que cette unité nationale, c'est un leurre? Elle est déjà terminée? Je pense que l'unité nationale, elle doit se faire sur les grands principes de la République. Mais c'est vrai qu'il va falloir un temps pour le débat démocratique, légitime, et on n'est pas nécessairement d'accord avec les propositions du gouvernement, même si elles sont très largement consensuelles sur ces sujets-là. Après, on verra en effet l'application pratique et il y aura sans doute des débats. Mais c'est vrai l'unité nationale, eh bien, au fond, elle est retrouvée sur les fondements de la République. Après, le débat politique, il doit venir sur les questions qui seront abordées au fil des semaines et des mois au sein de l'Assemblée nationale. Et heureusement, il n'y a pas qu'une seule politique, il n'y a pas qu'une voie, il y a toujours plusieurs voies. Ce qui serait utile si ce souffle de l'unité nationale passait vraiment sur l'Assemblée nationale et sur le monde politique, c'est la capacité sur des sujets qui ne sont ni de droite ni de gauche à trouver des positions communes, comme ça a été fait d'ailleurs, par exemple, hier, sur la question de la fin de la vie. Sur un plan de stratégie politique, est-ce que Nicolas Sarkozy brise cette unité nationale trop tôt dans l'esprit des Français? Je ne sais pas, on verra ce que disent les sondages. Il était très attendu. Vous m'avez dit vous-même qu'il avait fait une audience importante, donc il y avait un besoin d'écouter le leader de l'opposition. Il ne l'a pas fracassé, je dirais, l'unité nationale, mais on voit bien qu'il a une difficulté à trouver une position dans l'atmosphère actuelle. Moi, je pense qu'il est légitime qu'il reprenne la parole. Je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé le bon ton. Je pense qu'il devrait être plus dans la projection sur l'avenir, dans les réponses à apporter, que dans la polémique immédiate. Merci Denis Jeanbart pour cette analyse. Après la conférence de presse sur l'éducation, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point avec l'info politique, c'est à 14 h avec Brigitte Boucher. Très belle suite des programmes sur les chaînes parlementaires.